Bonjour à tous pour ce deuxième jour des Journées européennes de l'archéologie. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir les coulisses du musée. Donc ici, on est au CEREP, le Centre de recherche et d'études du patrimoine. C'est ici que se trouve le dépôt archéologique où nous conservons en fait tous les objets archéo appartenant à la ville de Sens, à la Société archéologique de Sens et à l'État français. Parce qu'en fait, nous sommes un dépôt archéologique d'État. C'est-à-dire qu'on récupère tous les produits de fouilles issus donc, de toutes les fouilles archéologiques du nord du département de l'Yonne. Donc ici, on a tous ces objets, mais en fait, être conservé dans un dépôt archéologique, ce n'est qu'une étape dans la vie de l'objet, c'est qu'une étape dans le processus archéologique. Donc déjà, on va parler un peu de qu'est-ce que c'est l'archéologie. On a tous une image de l'archéologie plus ou moins déformée par la culture populaire, mais l'archéologie, c'est avant tout une science. C'est une discipline qui se trouve à la croisée entre les sciences humaines et les sciences de la Terre. Donc, le mot archéologie, déjà, il vient des termes grecs archaïos, qui veut dire ancien, et logos, qui veut dire la parole, le discours. Donc en fait, l'archéologie, c'est le discours qu'on porte sur tout ce qui est ancien. Tout ce qui est ancien, vous allez me dire, c'est très large. L'archéologie, en fait, elle se concentre sur les vestiges laissés par les êtres humains. C'est-à-dire que tout ce qui est de l'ordre des fossiles, des dinosaures, etc., tout ça, ça n'intéresse pas l'archéologie, mais la paléontologie. Donc l'archéologie, elle se concentre sur tous les vestiges laissés par tous les êtres humains. C'est-à-dire c'est une période qui commence quand même il y a 3 millions d'années, et puis qui arrive jusqu'à nos jours. Alors, l'archéologie en tant que discipline, elle s'intéresse aux objets maximum jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, mais techniquement, on peut faire de l'archéologie sur des traces laissées par des humains hier ou la semaine dernière. En France, l'archéologie, elle est réglementée par la loi. C'est-à-dire que pour faire des fouilles, il faut l'autorisation de l'État, même si c'est sur son propre terrain. Depuis une loi qui est passée en 2016, tous les objets archéologiques appartiennent à l'État. Ça, c'est une décision qui suit l'idée en fait que tous les objets qu'on trouve dans le sol, ce sont des biens communs. Ce sont des objets qui racontent notre histoire commune à tous. Donc, dans un sens, c'est logique qu'ils ne puissent pas appartenir à une personne privée. Mais néanmoins, même si on n'a pas d'autorisation de fouille, des fois on tombe sur des objets par hasard archéologiques. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On prévient sa mairie, on prévient le musée local, qui lui va avertir le service régional d'archéologie, qui est le seul à même de décider si votre découverte est importante ou non, si c'est bien une découverte archéologique ou pas, et qui va décider si parfois il y a besoin de faire des fouilles parce que c'est une découverte exceptionnelle. Donc en France, il existe deux types d'archéologie, deux types de fouilles, les fouilles programmées et les fouilles préventives. L'archéologie programmée, comme son nom l'indique, elle est prévue, elle est planifiée, elle se fait sur un site archéologique connu, bien défini. Elle s'étale en général sur plusieurs années, sur plusieurs campagnes, et elle est souvent organisée par des chercheurs, des universitaires. Et sur ce type de fouilles programmées, on peut faire appel à des bénévoles. L'archéologie préventive, au contraire, elle est réalisée uniquement par des archéologues professionnels. Elle a lieu, elle est ordonnée avant la construction d'un bâtiment, quand il y a le risque que cette construction détruise des vestiges archéologiques. Donc, avant la construction du bâtiment, on réalise un diagnostic pour voir s'il y a effectivement des vestiges. Si le diagnostic est positif et qu'il a révélé des vestiges importants, alors là on fait une fouille, une vraie fouille plus longue et plus approfondie. Et puis quand la fouille est terminée, enfin on peut construire. Le but, c'est pas d'empêcher les nouvelles constructions, mais c'est de récolter un maximum d'informations avant que le site archéologique soit détruit pour construire quelque chose par-dessus. En France, il y a différents opérateurs qui effectuent ce genre de fouilles. Il y a des opérateurs privés, mais il y a aussi des opérateurs publics. Donc il y a des services municipaux, régionaux d'archéologie. Et puis il y a le plus grand acteur français qui est l'INRAP, l'Institut national de recherche archéologique préventive. Une fois le chantier de fouille, qu'il soit programmé ou préventif, est terminé et que les objets ont été étudiés par les archéologues, tous ces objets ils rejoignent les dépôts archéologiques, comme ici.
Et là, ils vivent différentes aventures, donc je vous propose de suivre en fait la vie d'un objet archéologique une fois qu'il arrive ici. Donc avant tout, l'objet qui arrive, il est dans cet état, c'est-à-dire qu'il est sale, il est encore plein de terre, donc il va être nettoyé. Donc c'est pour cela qu'on a des grands éviers et même une douchette pour les très grands objets. Et puis pour les petits objets, on a des bassines et des brosses et de l'huile de coude pour les nettoyer. J'en profite pour remercier notre équipe de bénévoles qui depuis de nombreuses années vient nous aider à faire du lavage d'objets. Et donc j'espère qu'ils vont vite revenir après le coronavirus pour nous aider à reprendre ce lavage d'objets. Alors il faut savoir que nous ici, les objets non nettoyés sont en fait surtout des objets qui proviennent de fouilles anciennes qui sont stockées ici depuis des dizaines d'années et qui n'ont jamais été nettoyés parce que maintenant, normalement, quand les objets arrivent, ils sont nettoyés puisque pour les étudier, il faut quand même des objets propres. Une fois que les objets ont été nettoyés et séchés, on va les inventorier. C'est-à-dire qu'on va leur donner un numéro d'inventaire unique et puis on va les conditionner dans des conditionnements avec des matériaux adaptés. Donc ici on a des pochettes plastiques. Parfois pour les objets très fragiles, on fait des conditionnements vraiment adaptés pour éviter toute casse et tout incident. Toutes les informations relatives à l'objet ou au lot d'objets, parce qu'en archéologie on a souvent des lots, comme ici on a tout un lot d'ossements animaux. Toutes ces informations, donc la date de découverte, le lieu de découverte, le nom de l'archéologue, etc. Tout ça est rentré dans notre base de données informatisée. Comme ça, juste avec le numéro d'inventaire unique de l'objet, on peut retrouver toutes ces informations. On prend également en photo les objets. Donc nous on réalise des photographies documentaires qu'on utilise en interne sur notre base de données. Après au musée de Sens on a la chance d'avoir un photographe professionnel, Emmanuel Berry, qui lui a les compétences et le matériel pour faire de belles photos des objets, par exemple dans le cadre de l'édition d'un catalogue d'exposition. Donc après avoir inventorié et photographié l'objet, on le place dans sa caisse. Et là, il va enfin pouvoir rejoindre le dépôt archéologique que je vais vous faire visiter, donc suivez-moi dans le dépôt. Ici, on est vraiment au cœur même des coulisses du musée, on est dans le dépôt archéologique et c'est un lieu qui n'est normalement pas ouvert au public. Donc notre dépôt, il s'étend sur 2 étages, donc un rez-de-chaussée et une mezzanine, ce qui équivaut à peu près à 400 mètres carrés. Dans ces 400 mètres carrés, on a plus de 6000 caisses, qui rassemble plusieurs dizaines de milliers d'objets ou de lots d'objets. Vous voyez ici qu'on a des lettres sur les étagères. Donc ces lettres correspondent en fait à un système d'adressage qu'on va retrouver sur notre base de données. Donc on a des lettres pour chaque rangée d'étagères et puis chaque étagère porte un numéro. Ça nous permet de retrouver très facilement un objet qu'on cherche. Nous voici à présent dans le cœur du dépôt, où nous rangeons tous nos objets. Ici, vous pouvez voir qu'on a 2 types de contenants. On a les caisses rouges standardisées d'un côté, et puis là, on a tous les anciens contenants, donc des caisses de différentes formes, des caisses en carton, etc. Ce double conditionnement, en fait, c'est parce qu'on est en plein dans un chantier des collections, c'est-à-dire qu'actuellement, on reconditionne tous les objets pour essayer de gagner de l'espace. Donc on reconditionne tout en caisses standardisées. Parce que notre dépôt il n'est pas extensible, mais par contre les fouilles préventives et programmées continuent et donc tout le matériel issu de ces fouilles continue à arriver. Donc il faut optimiser l'espace et donc on a trouvé ce système-là de caisses standardisées pour essayer de gagner un petit peu de place. Et puis ce chantier des collections nous permet également de reconditionner les objets et donc d'améliorer leurs conditions de conservation. Parce que c'est ça aussi notre but. Notre but, c'est de conserver les objets au mieux, en bon état. Et ça s'appelle la conservation préventive. Donc notre but, c'est de conserver les objets dans le meilleur état possible pour pouvoir les étudier, pour pouvoir les exposer au public, mais aussi pour pouvoir les transmettre aux générations futures. Donc pour ça, on applique des mesures de conservation préventive. Et donc ça passe par le contrôle des conditions climatiques. Donc ici vous avez un capteur
qui nous permet en fait de contrôler la température et le taux d'humidité relative dans la réserve. Parce que chaque matériau réagit différemment aux conditions climatiques. Si vous mettez une céramique dans un endroit trop humide, il y a des moisissures qui peuvent se développer. Au contraire, un bois archéologique va avoir besoin d'un climat un peu plus humide, sinon il va sécher et se craqueler. Donc le contrôle de la température et de l'humidité relative est extrêmement important, et il est notamment important pour un type de matériau, le métal, qui lui se corrode très facilement. Et pour ce type de matériau, on a un petit espace réservé où je vais maintenant vous conduire. Nous voici dans la réserve métallique, donc un endroit complètement inaccessible au public normalement. C'est dans cet endroit qu'on conserve tous les objets en métaux. Et c'est un endroit où on contrôle énormément le taux d'humidité relative, puisque si on met un objet en métal dans un environnement humide, il va se corroder. Donc ici on contrôle ce taux d'humidité déjà grâce à un déshumidificateur qui assèche l'air de la pièce. Et en plus de ça, les objets sont rangés dans des armoires fermées. Et à l'intérieur de ces armoires, les objets sont rangés dans des boîtes en plastique hermétiques. En plus de ça, dans chaque boîte, on a un sachet d'un petit produit, donc du gel de silice, qui permet d'absorber l'humidité. Ce qui fait que chaque boîte, en fait, c'est un microclimat sec où on peut conserver sans risque les objets métalliques. Et dans chaque boîte, on a un petit indicateur d'humidité pour vérifier que l'humidité est suffisante pour les objets métalliques. Donc ici, il marque qu'on est à environ 30% d'humidité relative, ce qui est amplement suffisant pour conserver du matériau métallique. Tout ce que je viens de vous expliquer, c'est donc la conservation préventive. Tout ça, c'est pour faire en sorte d'éviter la restauration des objets, qui elle est une opération beaucoup plus lourde et beaucoup plus coûteuse. Mais parfois, les objets sont dans un tel état qu'on n'a pas le choix, il faut faire appel à un conservateur-restaurateur. Le conservateur-restaurateur va intervenir sur les objets de façon plus ou moins lourde selon l'objectif de la restauration. Ça peut être une simple stabilisation d'un objet pour éviter qu'il y ait une corrosion qui reparte. Ça peut être aussi une opération plus lourde pour rendre l'objet en fait présentable au public ou facilement utilisable par un chercheur pour l'étudier. Il faut savoir que les objets que vous voyez dans les vitrines sont quasiment tous passés entre les mains d'un conservateur-restaurateur parce que on ne retrouve pas les objets de la même façon qu'on les voit dans les vitrines. Ici, vous avez deux exemples d'objets, donc deux plaques boucles, ce sont des éléments de ceinture d'époque mérovingienne, 6e, 7e siècle après Jésus-Christ, qui ont été trouvés à Saint-Martin-du-Tertre. Ici, vous avez une plaque boucle qui a été restaurée. Donc c'est un bel objet, on voit son décor, on voit bien sa forme. Cet objet est présentable et lisible pour le public. Ici, au contraire, vous avez également une plaque boucle telle qu'elle a pu être trouvée dans la terre par l'archéologue. Vous voyez qu'on n'a pas du tout le même type d'objet. Ici, alors, on distingue la forme de l'objet, mais on ne voit absolument pas s'il y a des décors. Et puis, en plus, l'objet là est en danger, puisqu'il a ce qu'on appelle une corrosion active. Donc, si on laisse cet objet dans des conditions de conservation non adaptées, la gangue de corrosion va finir par manger l'objet et l'objet va se désagréger. Donc, en attendant sa restauration, on le conserve dans des conditions d'humidité très sèches. Et si on veut présenter cet objet au public, le conservateur-restaurateur va intervenir et essayer d'enlever cette gangue de corrosion pour retrouver l'objet qu'il y a dessous. Pour faire cela, on peut utiliser un outil bien pratique qui est la radiographie et qui nous permet, avant même la restauration, de voir ce qu'il y a dessous, de voir s'il y a des décors dessous. Donc ici, vous avez une radiographie d'une autre plaque boucle où on voit en fait qu'il y a des décors sous la gangue de corrosion, chose qu'on ne voit pas à l'œil nu. Donc ça, c'est pour les objets métalliques, mais le conservateur-restaurateur
peut aussi intervenir sur d'autres types de matériaux comme la céramique. Les céramiques sur un terrain de fouille se retrouvent vraiment éparpillées et donc c'est un vrai puzzle en fait. Le conservateur-restaurateur ainsi que le céramologue va essayer de faire reconnecter les fragments et de les recoller pour retrouver la forme de l'objet. Donc voilà, ici vous avez un vase en céramique et donc vous voyez bien qu'il est composé d'énormément de fragments. Il y a même des fragments manquants. C'est assez rare de trouver une céramique complète sur un terrain de fouille. Sur cette céramique, on voit bien les différents fragments qui ont été recollés. On voit bien en fait que c'est une recomposition d'un objet. Il y a deux principes dans la conservation-restauration, c'est la lisibilité et la réversibilité. C'est-à-dire que sur un objet, il faut toujours pouvoir voir que ça a été restauré et que ce n'est pas vraiment l'état d'origine même. C'est une question de lisibilité, il ne faut pas tromper le public ou le chercheur. L'autre principe, c'est la réversibilité, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir défaire tout ce qui a été fait. On peut se rendre compte dans quelques années que finalement il y a un fragment qui ne faisait pas partie du vase, donc il faut pouvoir l'enlever. On peut aussi se rendre compte qu'un matériau de colle qu'on utilise aujourd'hui peut-être va poser des problèmes de conservation dans 50 ans. Donc il faut toujours pouvoir défaire ce qui a été fait sur un objet. En tant que responsable des collections archéologiques, je me retrouve un peu entre l'archéologue de terrain et le conservateur de musée. Moi, mon rôle, c'est de conserver au mieux tous ces objets pour que les chercheurs puissent les étudier et pour que le grand public puisse les apprécier, que ce soit dans les vitrines du musée, lors d'expositions temporaires ou bien lors d'événements comme les Journées européennes du patrimoine. J'espère que cette visite du dépôt, des coulisses du musée vous a plu et je vous donne rendez-vous pour la dernière journée demain des JEA.